il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Nous te remercions, Père éternel, de l'opportunité que tu nous donnes, encore une fois, de se rassembler en ton nom. Donc, que nous allons méditer sur ta parole et plus précisément sur la santé que tu donnes à chacun d'entre nous. Nous te prions que tu puisses nous donner l'intelligence et surtout aussi ton esprit afin de comprendre ce que tu en réserves pour nous. Bénis chacun d'entre nous et sois avec nous. C'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, content de pouvoir être avec vous. Et nous nous sommes un petit peu déplacés, enfin certains. Et nous allons, durant cet après-midi, et nous allons essayer de conserver cela, aborder un aspect du message qu'il nous convient de pouvoir aborder. Ce matin, nous avons considéré le retour d'Élie, et l'une des choses qui a été dite d'Élie est que il doit restaurer toutes choses. Est-ce qu'il dit qu'il doit restaurer 99% des choses? Non, il doit restaurer toutes choses. D'accord? Et oui, et la santé est aussi quelque chose qui doit être restauré. Nous allons donc aborder des points qui sont tellement fondamentaux et rudimentaires, élémentaires, qu'il nous convient de pouvoir les répéter souvent, car c'est les points que nous allons aborder doivent véritablement être connus, maîtrisés et pratiqués par nous. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, que faisait-il? Il guérissait. En effet, Matthieu 4, versets 23 et 24 nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et la fin du verset 24 nous dit que ce soit des démoniaques, lunatiques, paralytiques, il les guérissait. En réalité, Jésus a passé plus de temps à guérir qu'à prêcher. D'accord? Et il est important de savoir que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit quand on regarde dans les épîtres de Jean, en 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, il y a un travail de restauration à effectuer qui doit être opéré.
Avez-vous noté qui est-ce qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour la première fois? Ce matin, on a dit que c'était Jean. Et Jean, il avait vraiment un style de vie particulier. D'accord? On aura l'occasion de voir cela. Il se nourrissait d'une certaine façon. Il se revêtait d'une certaine façon aussi. Nous allons avoir l'occasion de pouvoir nous pencher sur cela. D'accord? Nous allons aborder deux éléments aujourd'hui, durant cette heure. On ne va pas en faire plus parce que nous allons les aborder deux par deux. OK? Et ce sera un moment interactif, donc vous pourrez poser vos questions. Donc nous vous invitons à vraiment, dès que vous avez une clarification que vous voulez voir apporter, à ne pas hésiter à pouvoir poser vos questions. Nous allons parler de quelque chose de fondamental. Pouvons-nous continuer à vivre normalement et ne pas manger pendant une journée? Oui. Ok. Est-il possible de vivre une journée sans boire d'eau? Non. Enfin, oui. Ah, oui. Vous n'allez pas... Non. De manière générale, c'est déconseillé, mais de manière générale, vous pouvez vivre et sans boire une goutte d'eau une journée. D'accord. Maintenant, expliquez-moi quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous passer pour vivre ne serait-ce qu'une journée. L'air. Ah oui. L'air, c'est notre carburant. Le principal. D'accord? Et étant donné son importance, celui-ci doit être pur. Tout à fait. Dieu nous a conçus avec des narines. Les deux là, qui sont là. Des narines. Ce ne sont pas des cheminées. Ce ne sont pas des pots d'échappement. C'est important. Parce qu'il y en a qui ont cru qu'on était des machines, dans le sens que, voilà, comme un train, et qu'on pouvait charbonner. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui doit circuler dans cela, c'est de l'air et de l'air pur. Et le meilleur endroit où nous pouvons avoir de l'air pur, est-ce que c'est à Fort-de-France? C'est à la campagne, oui. À la campagne, nous devons avoir, et c'est là que nous pouvons naturellement bénéficier de l'air pur. Maintenant, si nous vivons à la campagne, mais que nous ne voulons pas que les moustiques rentrent à la maison, nous ne voulons pas que les... Et donc on ferme partout, et que du coup l'air ne rentre pas chez nous. À ce moment-là, on respire un air vicié. Et oui. Donc c'est important d'aérer. On peut mettre des moustiquaires, un système de moustiquaires pour que l'air puisse entrer, mais que les moustiques restent dehors. D'accord? Il est important d'aérer la maison où nous vivons, de manière à ce que lorsque nous sommes à l'intérieur, eh bien l'air que nous respirons est un air qui est pur. Ok? Nous devons aussi apprendre à respirer. Comment doit-on respirer? Comme un bébé. C'est-à-dire qu'on inspire en gonflant le ventre et on expire en vidant le ventre. Et oui, c'est important. Et à une époque, et c'est encore peut-être le cas aujourd'hui,
il y avait des femmes qui mettaient des corsets. Est-ce pour avoir un tout petit ventre, et puis, taille fine, elle serrait. Taille de guêpe. Taille de guêpe. Mais est-ce qu'on peut respirer dans ces conditions-là? Ah non. On ne peut pas. Et le pire, c'est que on rigole, mais en réalité, ça déforme le corps, les organes. Donc, on doit avoir un peu de souplesse, ok, à ce niveau, de manière à être en mesure de pouvoir respirer amplement, d'accord? C'est quelque chose qui est important. Il y a des fois, vous avez des habitations qui sont où il y a un mur qui sépare avec de la terre. Et vous allez avoir de l'humidité, d'accord? Et ça peut aussi causer des soucis, d'accord? Donc, le taux d'humidité dans une maison peut aussi être problématique et causer des soucis. Moi, je me rappelle, je peux témoigner qu'une fois, je résidais à un endroit où il y avait ce problème-là. Et du moment que j'ai quitté ce lieu, mon problème est parti. Donc, il y avait une cause qui était là. Et tant que j'étais soumis à ce taux d'humidité-là, c'était problématique. C'était vraiment problématique. Donc, nous avons ce remède qui est l'air pur, et auquel nous devons veiller à bénéficier. Qu'est-ce qui, si on met de côté la cigarette, tout ça, toutes les fumées, mais les choses qui ne sont apparemment pas en train de brûler ou de se consumer, et qui néanmoins peuvent relâcher des éléments qui vont venir polluer notre air. Certains parfums, l'amiante, comment ça s'appelle, les bombes. certains produits que même vous mettez sur les murs, sur des peintures, des vernis, et des quoi? Insecticides, ok. Effectivement, il y a des choses qui vont venir petit à petit se relâcher dans votre habitation, en fait. D'où le fait d'aérer, d'accord? D'où le fait d'aérer. Donc, on doit faire attention, dans le meilleur des cas, à l'emploi des produits qu'on utilise, mais aussi aérer, ça vient grandement faire circuler tout cela. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai vu il n'y a pas longtemps que même vivre avec des personnes qui fument, le fait que la conversation, Hélène White disait que bon, ça, la laine, oui, pouvait vous intoxiquer. Oui, c'est vrai, quelqu'un qui ne fume pas devant vous, mais qui est ce que j'appelle un dragon, dans le sens que, voilà, qui aime fumer, même si elle n'a pas fumé pendant 2 heures, il y a 2 heures de ça, si vous êtes à côté d'elle, vous allez ressentir quand même si elle met des chewing-gums, mais vous allez sentir quand même qu'il y a un petit truc. Et on inhale ça? On l'inhale, bon, maintenant, selon le vent dans lequel de côté on se met du vent, on peut plus ou moins inhaler. Mais effectivement, c'est problématique
quand on vit au quotidien avec quelqu'un comme ça, si vraiment, c'est quelque chose auquel il faut vraiment prêter attention. On n'est pas du monde, mais dans le monde. On doit fréquenter un petit peu tout le monde pour être une bénédiction à tous. Mais on doit veiller le plus clair de notre temps et de manière la plus généraliste que possible à ce que notre air soit le plus pur que possible. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, à moins qu'il y ait une nécessité ou il y a des communications qu'on doit avoir avec telle personne qui fume ou une visite, mais on doit faire en sorte que notre lieu de vie, de travail, nous permette de bénéficier d'un air le plus pur que possible. C'est toujours pas évident, hein, parce qu'on peut être, on n'est pas à la maison tous les jours, on ne peut profiter que, par exemple, le dimanche, si on travaille toute la semaine, pour ouvrir la maison, laisser le soleil rentrer, Alors, au travail, déjà dans son lieu de vie, il faut chercher à optimiser la chose. Il y a des fois, on vit dans un bureau qui est climatisé. Assurons-nous que les filtres sont bien changés, que tout le conduit, il n'y a pas de problème, parce que des fois, votre aération est corrompue. Donc, son lieu de travail, effectivement, on reste des fois plus de temps dans son lieu de travail que à son domicile. Et donc, c'est important de veiller à cela, en fait. c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que même quand parfois vous le faites remarquer, pour les gens c'est bénin. Eux qui n'ont pas le problème, parce que moi j'ai traîné une trachéite. Pendant chaque année, pendant un mois, j'étais hors HS à cause de la climatisation. Et je n'ai su cela que lorsque, après, à un moment, j'ai pris des photos parce qu'il y avait de l'humidité qui suintait du bâtiment. C'est un vieux bâtiment. Et donc, on a fait venir à ce moment-là des personnes, des artisans pour aérer tout ça. Ils ont vu que le traitement des fuites n'était pas fait régulièrement. Mais oui. Donc, il y avait des champignons et j'étais juste en dessous de la ventilation. Donc, j'inhalais les champignons. C'est ça, c'est important. Des fois, vous avez un ventilateur, les pales du ventilateur, il faut les nettoyer. La climatisation dans la voiture. Mais ça paraît bête. Mais il y en a. Tant qu'ils sont soumis à ça, c'est des problèmes. Ça peut être plus problématique encore parce que l'air conditionné, il y a un gaz de conservation, et pareil, qui est très toxique. Donc, d'où l'aération. D'où l'aération. Est-ce que, à ce stade, c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des questions, des interventions? N'hésitez pas. Ok. Alors, j'aimerais, on a fait quasiment 15 minutes là sur le premier point, qu'on prenne encore, disons, allez, 15 minutes pour parler d'un deuxième aspect. Je pense qu'on va dire plus de choses sur lui. Il s'agit d'un deuxième type de carburant dont on a besoin plus que la nourriture. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'eau, c'est exact. En Ézéchiel 36, verset 25, il nous est dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ici,
le Seigneur se sert de l'eau pure, et comme outil, comme moyen de purification. Et il est intéressant de voir que, en plus de ce symbole-là, de réaliser à quel point, véritablement, l'eau pure a cette faculté, cette capacité à pouvoir purifier le corps, d'accord? Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous sommes composés de 80% d'eau. Exactement. Donc, c'est dire qu'il y a besoin de renouveler, en fait. Il y a besoin de renouveler. Et donc, il nous faut, eh bien, boire, je dirais, beaucoup d'eau pure. C'est important. Aujourd'hui, nous avons cette technologie-là, qu'on appelle l'eau du robinet, qui est intéressante puisque ça permet de ne plus descendre à la rivière pour aller chawailler de l'eau le matin et pour faire ce qu'on a à faire. Mais on a vu que les canalisations, et lorsqu'elles sont coupées pour pouvoir changer, on se rend compte que la canalisation qui est comme ça, en réalité, à l'usine, elle est créée avec tout ça de diamètre, mais quand on enlève, il n'y a que ça. Tout le reste, c'est quoi? De la crasse des métaux. Corrosion. Et ça circule. Et ça arrive, quelques éléments arrivent chez vous. Et vous savez, j'ai chez moi ce qu'on appelle un distillateur d'eau. Et quand je mets l'eau dans le distillateur, il distille 1 litre par heure. Bon, je mets dedans 4 litres, je crois. Donc, il distille, en 4 heures, il a fait les 4 litres. Quand je retire le couvercle, je vois la crasse là dont on parle, je la vois au fond, en fait. Et je dois mettre de l'eau, nettoyer avec un petit papier pour enlever, en fait. Et si je n'avais pas distillé l'eau, voilà tout ce qui serait rentré dans mon corps. Tous ces résidus-là, en fait. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de bon dans ces résidus-là. Donc, véritablement, l'eau du robinet n'est pas une bénédiction pour notre corps. Et l'eau du robinet n'est pas une bénédiction dans notre corps. Voilà. Et avec ce qu'il y a. J'ai parlé d'un distillateur. On va dans quelques instants venir sur différents aspects. Récemment, on a installé chez nous un filtre. Alors, je ne vais pas faire de la publicité pour la marque, mais quelque chose qu'on branche au niveau de l'arrivée de toute la maison et qu'il vient en fait filtrer tout ce qui est PFAS et résidus médicamenteux, tout ça, etc. Et de sorte que l'eau qui rentre dans la maison est vraiment débarrassée de beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup de scrupules. Voilà. J'ai osé dire à ma femme, mais qui te dit qu'il n'y a pas d'étude dans la canalisation de la maison qui était déjà là et compagnie. Bon. Elle m'a dit, que ça, tu vas trop loin, Mais une chose est sûre, c'est que alors, j'ai dit ça au plombier. Le plombier m'a dit, non, le cuivre ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas comme les canalisations à l'extérieur. J'ai dit, ok, d'accord, bon. Donc, en principe, l'eau qui rentre chez nous est dépourvue de PFAS, de tout ce qui est pesticides, résidus médicamenteux. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès. La médecine fait des progrès. Bon, on parle de progrès. Alors, les PFAS, c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Voilà. Donc, et du coup, aujourd'hui, alors, depuis plusieurs années, vous avez des substances médicamenteuses qui perdurent. Par exemple, il y a des moyens de contraception
on s'est rendu compte que dans le traitement de l'eau, vous tirez la chasse, ça va pas la distillerie, non ça encore, au centre d'épuration, la station d'épuration, et après, l'eau revient dans le circuit en fait. D'accord? Alors, certes, ils font passer l'eau par différents niveaux et compagnie, des filtres à charbon et compagnie, mais... Pas le circuit pour l'eau courante. Quoi? Pas le circuit pour l'eau courante. Mais je parle de ça, non? Et le produit toujours là, c'est ça. Mais ça dure. Et oui, pendant des années, jusqu'à présent d'ailleurs, les... Attends, mais j'y arrive. Il faut qu'ils entendent ça. Pendant des années, les femmes, bon, c'est plutôt les femmes qui, voilà, ont pris la pilule. Bon, ça paraît du progrès. Bon, au départ, on voit que c'est bien. Bon, je dirais, voilà, des fois, on passe sous silence le fait qu'il y a des femmes qui commencent ça et puis à cause de ça, ben, n'arrivent plus à enfanter après. Ou en tout cas, il leur faut beaucoup de temps pour se défaire de ça. Le progrès. Mais surtout, c'est que en fait, ça continue à être dans l'eau du robinet. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que, eh bien, c'est venu affecter la fertilité de manière générale. D'accord? Donc il y a des problèmes de fertilité qui sont dus à ça, au fait de consommer une eau qui a des résidus de ces produits qui agissent sur les hormones, en fait. Donc, en fait, véritablement, l'eau du robinet, elle est bien pour essuyer votre sol. Elle est bien, bon, prendre une douche. Allez, oui, ok, on va laisser passer. Mais dès qu'il va s'agir de rentrer dans votre corps, franchement, il faut vraiment penser à autre chose que ça, en fait. Parce que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et il y a des choses qu'on ignore encore, mais il faut vraiment éviter. Vous avez donc des distillateurs qui existent. Le distillateur, il vous donne je ne me trompe pas, c'est H2O pur. Vous avez de l'eau pure, donc l'eau n'a aucun goût minéral, de l'eau pure. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'elle est pure. Là, vous êtes sûr qu'elle est pure. Bon. Et puis, vous avez, je vous expliquais tout à l'heure, un filtre que vous branchez à l'arrivée de votre maison. Donc là, vous avez l'eau qui circule chez vous, qui est réputée être pure, à moins que vos canalisations internes soient corrompues, mais sinon, l'eau est pure. Et sinon, vous avez ce qu'on appelle les filtres à charbon. Voilà. Eux, ils sont aussi efficaces. Donc, vous avez des réservoirs. Vous mettez l'eau du robinet de chez vous dedans et c'est filtré. Et tout est piégé, en fait, dans les filtres à charbon que vous changez tous les 5 à 10 ans, selon ce que le constructeur vous dit. Et c'est important. C'est important de... et d'ailleurs, ça va vous coûter moins. Ok? Parce que si vous allez acheter des packs d'eau à chaque fois, ok? Bon, vous allez voir que rapport qualité-prix, au niveau du prix déjà, vous allez vous en sortir au plus si vous installez un système de purification d'eau chez vous, plutôt qu'à chaque fois de ramener des packs et compagnie. Mais même le pack, le plus souvent, les packs d'eau, avant d'arriver chez vous, même avant d'arriver dans l'étalage du magasin, ils sont entreposés dans un entrepôt au soleil. Et avec le plastique qui se libère. Donc, il faut comprendre que c'est pas l'idéal. C'est toujours pas l'idéal. Donc, l'idéal vraiment, c'est d'avoir une eau, à l'époque où nous parlons, à moins que vous habitez à Grand-Rivière, tout près de la source. Mais bon, si vous n'avez pas cette possibilité-là, ou à Fonce-Denis ou je ne sais quel autre endroit, essayons d'avoir chez soi un moyen de filtrer l'eau. Oui? Au Gomorne. C'est ça, le Gomorne. OK?
Donc, on a vu l'eau pure. Notre corps a besoin d'eau. Minimum combien d'eau pour un adulte? 2 litres. 2 litres 5. 2 litres, ça dépend de la profession. Ça dépend effectivement de votre morphologie, de votre poids. OK? Et de l'activité, de la profession. Exactement. Mais On dit plus de 1 litre maintenant. un litre, vous ne devriez pas normalement boire moins d'1 litre, véritablement. C'est vraiment être le minimum. L'eau, d'ailleurs, la première chose que nous devons faire en nous levant le matin en termes matériels, c'est quoi? Boire. Pourquoi? Se débarrasser du toxine. Parce qu'il y a une désintoxication se fait à partir de 22 heures et il faut éliminer cette détoxine. Alors, effectivement, et la première des raisons, c'est parce que pendant qu'on a dormi, on n'a pas été hydraté. Donc, le matin, en fait, on est déshydraté. Donc, il nous faut nous réhydrater. Et cette réhydratation-là va venir aussi ouvrir l'appétit pour pouvoir ensuite manger. Il y a des personnes qui pensent que lorsque elles mangent, il faut qu'elles boivent pendant qu'elles mangent. D'ailleurs, elles disent que ça aide à descendre. Voilà. Et c'est coincé. Donne-moi en fait un petit peu, je me faut à boire pour que ça puisse descendre en fait. Mais est-ce que c'est bien fondé ça? Pourquoi le repas reste-t-il coincé dans la gorge de certaines personnes? Parce que, en fait, on n'a pas assez mastiqué. Donc, on n'a pas assez mastiqué. Donc, parce qu'on a peut-être pensé que dans notre gorge, il y avait des dents ainsi que dans l'estomac. Donc, on a mâchouillé vite fait, clac, clac, clac. Et après, on laisse, sauf que ça reste coincé. Mais si on boit pendant qu'on mange, qu'est-ce qui va se passer? Des enzymes qui sont destinées à... Exactement. Vous avez 2 types de sucre à 2 niveaux différents. Vous avez ici, dans ce que les gens appellent la bave ou la salive, en termes beaucoup plus recherchés, vous avez en fait des sucres. Okay? Et en réalité, la digestion, si on peut dire ça comme ça, commence à ce niveau-là. Lorsqu'on prend le temps de mastiquer, une 30aine de fois, mastication, ça a l'air beaucoup, hein? Mais, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces sucres-là vont commencer ils vont attaquer le bol alimentaire, donc ce qu'on met dans la bouche, et ils vont le travailler dans un premier temps. Et une fois qu'on aura ingéré cela, d'autres sucres, okay, qui sont eux situés dans l'estomac, vont venir poursuivre ce travail. On parle des enzymes. C'est ça, c'est ce qui... Voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si on boit pendant qu'on mange, eh bien, tous ces enzymes-là dont tu parles, eh bien, ils sont dilués, en fait. D'accord? Ils sont dilués et ils sont moins efficaces. Et la digestion est rendue laborieuse parce qu'on a dilué tout cela. Donc, l'hydratation doit se faire entre les repas et pas pendant les repas. Et en réalité, quand on boit entre les repas, pardon? Alors, il ne faut pas avoir une alimentation qui est, alors je vais dire ça comme ça, liquéfiée. Après je vais corriger ou je vais m'expliquer. Il y en a par exemple qui vont penser que
le principe du porridge, c'est quoi le porridge? C'est quelque chose qu'ils peuvent adopter constamment. OK? Je vérifie qu'on est la même définition de porridge, c'est les flocons d'avoine. Flocons d'avoine que tu mets de l'eau chaude dedans et que tu peux mettre un petit peu de miel ou je sais pas trop quoi. Et c'est une bouillie en fait et que tu manges que ça en fait. Donc le principe de mettre de l'eau chaude, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que un être humain, ce n'est pas que prendre un porridge une fois dans sa vie ou une fois comme ça, c'est mauvais. Mais c'est que s'alimenter constamment de porridge pour quelqu'un qui a toutes ses dents, et c'est discutable. Donc, on a besoin, et c'est surtout le fait que cette nourriture-là est censée passer un certain temps dans notre bouche. Okay? Moi, quand je fais mon porridge, je ne le fais pas de manière liquide, je le fais un petit peu en pâte, et de telle sorte que j'ai quand même à le mâcher, en fait. De sorte qu'il y a quand même un travail qui est fait dans ma bouche avant qu'il soit ingéré. Donc, boire doit avoir lieu entre les repas et pas pendant les repas. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, faire cela permet justement d'avoir, je dirais en quelque part, faim. Puisque quand vous buvez, il y a tout un travail d'hydratation, de purification qui est fait en interne. Et après, cela vous ouvre l'appétit. Donc, c'est important de boire entre les repas. Les jus sont quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Mais on parle de quel jus? Des jus maison, des jus de fruits. Oui, des jus de fruits qui sont maison. Exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. Il y en a qui aiment les boissons gazeuses. Royal Soda, Coca. Sauf que le Coca, il devrait effectivement être dans votre maison, mais comme produit ménager. Ouais. Ah ouais. Le Coca, c'est un bon produit ménager. Quand vous voyez comment il dérouille une pièce, quand vous voyez comment il décrasse un WC, ah ouais. Ah ouais. Mais les boissons gazeuses là, ou les boissons industrielles sucrées qu'on sort, même certains jus de fruits qui sont fabriqués de manière industrielle, hein, Mais en fait, on doit... Hein? l'agent qui est efficace, c'est la soude, le bicarbonate de soude. C'est ça. On peut acheter du bicarbonate de soude sans... Non, oui, mais c'est la soude présente dans le coca qui fait que ça se détache. Si achète juste le bicarbonate de soude, ça sent. Donc, oui. Alors, il y a Esther, donc il y a un commentaire. Alors, les aliments liquides ne bénéficient pas des enzymes salivaires qui favorisent la première digestion au niveau de la bouche. C'est ça. Les aliments liquides ne favorisent pas les... Alors, les aliments liquides ne bénéficient pas des enzymes salivaires qui favorisent la première digestion au niveau de la bouche. Parce que ça ne les stimule pas, c'est ça? Le liquide ne stimule pas les enzymes salivaires. C'est ça, je crois qu'elle veut signifier, effectivement. Donc, on a donc l'eau pure que l'on ingère. D'accord? On a vu que cette boisson doit être pure et donc c'est de l'eau qu'on doit consommer et éviter tout ce qui est boisson industrielle. Oui? Jean-Luc Damotte, où trouver de l'eau pure aujourd'hui? Alors, vous avez des sources en Martinique. Si vous avez la bénédiction d'habiter près d'une source et qu'elle est réputée être pure, je pense qu'il y a des contrôles qui sont faits périodiquement pour savoir si c'est le cas. Donc, c'est une bonne chose.
Maintenant, comme j'expliquais, il y a des méthodes qui permettent de purifier l'eau à domicile. J'ai expliqué, alors vous avez le distillateur, bon, c'est un moyen qui consomme de l'électricité. Vous avez un moyen qui ne consomme pas d'électricité qui va être le filtre à charbon. Donc, vous mettez ça dans un réservoir, vous versez votre eau. Vous pouvez verser jusqu'à 15 à 20 litres dans les gros modèles. Et du coup, ça purifie l'eau. Ou vous pouvez installer carrément à l'entrée de votre d'arrivée d'eau de la SME, je ne sais pas si vous dites toujours SME à présent, mais chez vous et de votre domicile. Et là, vous mettez une espèce de filtre qui peut être un filtre à charbon, mais là, ça va faire passer beaucoup plus parce que le filtre à charbon, comme je vous disais, lui, c'est avec la pesanteur. Ça veut dire que l'eau va couler goutte à goutte. Voilà. Le filtre à charbon, et c'est pas que du charbon d'ailleurs, mais il fait plus que ça, que vous mettez à l'entrée de votre domicile, lui, c'est pas goutte à goutte. Hein. Ça veut dire que la pression est respectée. Voilà, elle est respectée. Ça veut dire que chez moi, on a installé ça chez nous il y a 2-3 semaines de ça. On n'a pas perdu aucune pression, en fait. On n'a pas perdu aucune pression. Voilà. Donc, du coup... Il y a aussi des choses naturelles comme les graines de moringa qu'on met dans l'eau directement, paraît-il. Ok. Les morceaux de charbon aussi qu'on met dans une carafe d'eau également. Ou bien on creuse un puits dans ce genre de là, c'est plus sûr. Alors oui, j'espère que tu n'habites pas près des plantations de bananes de Martinique. Donc, je sais que on a été, je dirais, c'est littéralement parlant, maudit avec ce chlordécone. Et bon, et ça a ruisselé, même je crois que les poissons ont un petit peu bénéficié, si je peux dire ça comme ça. Donc, disons que, bon, c'est très compliqué, on doit faire attention. Alors, je ne sais pas, la source. Je ne crois pas qu'il y ait des patates de banane à Rivière-Pilote, donc je pense que dans les hauteurs, le sud, je crois qu'il y en a, mais... Alors, vas-y. Oui. Oui, mais concernant les sources en Martinique, celles qui sont réputées par les habitants, les autorités déclarent l'eau impropre. Et pourtant, les gens continuent de boire. Alors, est-ce que c'est volontairement que ça boit du robinet ou acheter de l'eau bouteille? Alors, ou c'est vraiment impropre à la consommation comme il le déclare? Il y a deux choses. Et vous savez, je suis quelqu'un, bon, je dois être honnête avec vous, il y a réellement des complots. Voilà, c'est un fait. Les gens qui disent que les complots n'existent pas, et quand vous regardez derrière soi, dans l'histoire de ce monde, vous verrez qu'il y a des complots qui sont historiquement prouvés. Bon. Mais on doit être modéré. Il faut comprendre que les autorités ont un devoir de contrôle. Ça veut dire qu'ils ont mis en place des instituts pour contrôler l'eau. Et ils vont en fait vous dire, cette eau-là, elle est conforme. Bon, forcément. Donc, une eau qui sort de la source, ils ne la contrôlent pas, ils vont vous dire, on ne sait pas, donc on ne va pas vous dire de la consommer. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là. En fait. Ça veut dire qu'ils ne la contrôlent pas, ils ne vont pas la recommander. Ils n'ont aucun contrôle dessus, ils ne vont pas la recommander. Bon. Alors maintenant, c'est vrai que, bon, vous avez des entreprises qui ont parfois, eh bien, récemment, on s'est rendu compte que des bouteilles d'eau, de l'eau qui était embouteillée, soi-disant qui sortait de source, en réalité, étaient issues, eh bien, du processus d'épuration de l'eau. Voilà. Oui, c'est passé aux informations pour Nestlé, pour ne pas les citer. Voilà. Oui. Et du coup, ça a fait scandale. Parce que, et la réalité, c'est que même des éléments du gouvernement ont fermé les yeux sur
ce qui était fait dans l'usine en question. Donc, la corruption existe et, tristement parlant, l'histoire a montré que ceux qui étaient censés nourrir le peuple l'ont empoisonné. Bon, c'est un fait historique qu'on doit admettre. Donc, du coup, essayons au niveau familial de garantir une eau qui est le plus pure que possible. Parce que, bon, parfois, il y a des défaillances. Il y a des défaillances dans l'industrie. Vous disiez que les autorités délivrent, elles décident si l'eau elle est propre, consommable. Mais concernant la Martinique, ces autorités-là étaient censées le faire bien avant qu'on ait mis les véhicules devant les tribunaux pour leur dire voilà, vous mettez du chlordécone un peu partout. Et ça n'a pas été détecté à l'époque. Alors, des fois, le politique prend le pas sur le scientifique, sur le bon scientifique. Et donc, si vous voulez, voilà, ils avaient, on ne va pas refaire l'histoire, hein, vous connaissez déjà, ils avaient des stocks de chlordécone. Bon, ben écoutez, bon, on sait que c'est pas bon, mais on écoule le stock et puis après on verra. Bon, mais pendant ce temps, c'est le peuple qui trinque. Donc, si vous voulez... Qui dit qu'ils ne sont pas encore en train de les couler? Alors, justement, c'est intéressant parce que ça, je devais le dire. Mais c'est bien, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, mais c'est bien, je te remercie parce que je dois le dire dès le début. Et les maladies, la maladie est conditionnée peut être conditionnée par 3 facteurs. Le premier facteur, en tout cas celui que j'avais classifié comme premier, va être le facteur génétique. D'accord? Votre parent a une maladie, vous arrivez au monde, c'est quelque chose qui vous a été transmis dans vos gènes. D'accord? Ça, c'est le facteur qui est génétique. Le deuxième facteur ou paramètre va être le facteur environnemental. Voilà. Bon, vous habitez près d'une bananerie, bon, vous êtes dans les années 90, vous recevez du chlordécone. Vos parents vous ont transmis un bon capital génétique, tout est OK, mais ça, ou bien vous habitez près de Fukushima quand la centrale nucléaire a explosé, votre environnement va vous poser un problème. Donc, le facteur environnemental. Et le troisième paramètre, c'est le style de vie. Et c'est là, c'est que beaucoup de maladies à notre époque sont des maladies qui sont liées au style de vie. Alors, en Martinique, c'est assez singulier parce qu'on a beaucoup de nos soldats hommes qui sont mis à rude épreuve avec la prostate. Donc, disons que environnementalement parlant, on n'a pas été béni. Et de ce fait, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, c'est... Mis à part, bon, se soustraire à ces conditions environnementales pour essayer d'optimiser le peu de capital santé qui nous reste et de maximiser sur le style de vie. Après, le reste, on laisse ça à Dieu pour que Dieu agisse. Mais ça peut être quelque chose auquel on aspire. Alors oui, l'objectif était de montrer que les maladies peuvent être liées à 3 choses. Génétique. Bon, la génétique, vous ne pouvez pas grand-chose. On ne choisit pas ses parents dans le sens médical du terme. L'environnemental. Bon, on peut choisir l'environnement. Je peux choisir d'habiter à Rivière-Pilote plutôt qu'à Fort-de-France. Bon, par contre, s'il y a une centrale qui est explosée à côté de chez moi, bon, là, je n'ai pas choisi, donc, OK. Et par contre, le style de vie, là, par contre, tout ce qu'on va voir là,
l'air, l'eau, et ce qu'on va voir les sabbats suivants, ça c'est le style de vie. Là, on peut faire quelque chose et ça peut faire une différence. Même si on a des affections, des maladies qui sont poussées, ça peut venir faire une différence. Vas-y. Juste avant que tu poursuives sur le style de vie, j'ai une question. J'ai sûrement déjà entendu, je connais sûrement la réponse, mais j'ai oublié. Pourquoi les personnes âgées n'ont-elles pas soif? Alors, pourquoi nous telles? Alors, la vérité, je dois te dire, depuis tout à l'heure, tu vois, je ne sens pas que mon gosier est serré, tu vois. Mais je sais depuis tout à l'heure qu'il faut que j'aille boire de l'eau, tu vois. Des fois, la vérité c'est que moi, je ne parlerai pas pour tout le monde, mais moi je sais que par exemple, si je ne bois pas de l'eau, je vais avoir une petite boule qui va pousser ici comme ça. Ah bon, on ne la verra pas, hein, mais moi je vais la sentir et ça va être, on appelle ça un caillot. Voilà, là, dans ma glande. Un caillot va être dans ma glande et ça va être dur. Et donc pour qu'il puisse disparaître, il faut que je boive de l'eau. Et après je le vois, au fur et à mesure des jours, des fois il faut une semaine ou deux, il disparaît, je ne le sens plus. Et quand il arrive, c'est que j'ai passé une période où je ne buvais pas assez d'eau. Donc, il y en a, Faut jamais le faire analyser. ils vont... Hein? Faut jamais le faire analyser. Si jamais il grossit, c'est soit l'enlever, mais pas de biopsie. C'est pas un kyste, hein? C'est dans ma glande. Dans ma glande. D'ailleurs, quand j'étais à l'école primaire, la première fois que ça m'est arrivé... Vas-y. J'ai souvent intervenu pour parler en faveur des médicaments et je voudrais vous faire partager une information que j'ai eue il y a quelques mois, comme quoi le processus d'analyse du cancer est ce qui provoque le cancer. À partir du moment où vous pensez que vous avez un cancer, en fait, il faut surtout pas le faire analyser dans la médecine moderne qui n'a pas la possibilité encore pour l'instant de déterminer si c'est un cancer ou pas sans l'avoir percé. Mais à partir du moment où on perce une boule tumeuse, eh ben, elle relâche tout ce qui est néfaste. Voilà, tout son potentiel dans l'organisme. Je crois que tu dis parce que je suis allée faire ma mammographie, il y avait un seul qui sait. Mais est-ce que c'était bénin ou Bénin. Oui, moi je dis Bénin. Mais la dame, avec son appareil, c'est la première fois que j'ai souffert autant. Elle était pourquoi vous êtes dit elle me dit qu'il faut appuyer sur la glande. Et là c'était externe. Mais le pire, c'est quand ils vous mettent une aiguille, prendre ces là qui relâchent. C'est à partir du moment où la boule tuméreuse, elle est percée, réversée. Mathieu, tu voulais dire que C'est plus difficile. Ok. Oui, Alors, on va bien. vas-y. Non, c'est Estia qui disait que par rapport à la question de Gaël, C'était pas une question, hein? C'était une intervention. Ah, c'était Lita. Non, Lita. le processus physiologique normal, les personnes âgées n'ont pas les mêmes besoins que les jeunes et les adultes. De plus, elles sont moins actives. Il y a ça aussi. Oui, d'accord. C'est une très bonne intervention. Merci Esther, tout à fait. Il y a aussi Jean-Luc qui disait que l'eau ne peut être contrôlée chimiquement, mais naturellement. Ok. C'est-à-dire que si c'est épuré chimiquement, il y a des résidus, c'est ça? Chimiques, j'imagine. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il faut savoir que quand l'eau sort de la station où elle est stockée pour arriver à votre domicile, ils mettent dedans une certaine dose de produits chimiques, dont du fluor, je crois,
Parce qu'ils savent que leurs canalisations sont corrompues. Donc, de sorte pour que l'eau arrivée chez vous soit pure. Voilà. Donc, du coup, des fois, voilà, c'est des solutions, mais bon, c'est voilà. Oui, et je voulais dire aussi qu'il y a, enfin, on est dans un cercle vicieux parce que tu parlais tout à l'heure de complot, et c'est vrai, il y a un véritable complot mondial. Et donc, même, voilà, ils analysent l'eau d'après eux, voilà, ils disent que l'eau est peut-être potentiellement vivable, mais il y a aussi le phénomène atmosphérique, ce qui lâche dans l'atmosphère, qui ira dans l'eau et dans les sols, etc. Oui. Donc, en fait, on est dans une machination. Ben, des fois c'est effectivement quelque chose qui est néfaste pour la santé, et des fois les gens pensent bien faire. Mais bon, Dieu a toujours raison. C'est pour ça que la parole du Seigneur dit que le temps viendra où nous devrons prier sur tout ce qu'on consomme. Ben, on doit déjà le faire. Ça, on doit toujours rendre grâce sur la nourriture. Mais c'est effectivement le cas aujourd'hui où, bon, on doit s'assurer d'avoir la meilleure nourriture que possible. Mais après, bon, même au niveau aujourd'hui du bio, le bio a été redéfini. Aujourd'hui, le bio, bon, les normes sont variables. Donc, voilà, c'est... Parce que quand on pense qu'un champ non bio et un champ OGM peuvent cohabiter l'un à côté de l'autre, alors que l'OGM va contaminer le GM. C'est ça. C'est-à-dire que le champ bio n'a pas été agressé de produits, mais disons qu'il y a un survol. Donc, bon, c'est... Voilà. On a parlé donc de l'eau en usage interne, mais il nous faut parler de l'eau en usage externe. Car oui, l'eau ne doit pas que purifier que l'intérieur. Je crois me rappeler dans mon enfance avoir croisé ce genre de personnage. Mais en France, j'en ai aussi vu. En France, vous savez, il ne fait pas les mêmes températures qu'ici. Et on ne transpire pas aussi rapidement qu'ici. Et il est possible que cela ait encouragé des gens de l'Hexagone à voir l'eau comme un ennemi. Et il y en a effectivement qui voient la douche comme un événement extraordinaire. Certains, c'est mensuellement parlant qui prennent une douche. Je dois vous dire que vous reconnaissez à l'odeur ces personnes-là. Et véritablement, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Il nous faut savoir que notre peau est un organe. Votre cœur, c'est un organe. D'accord? Votre estomac, c'est un organe. Vos poumons, c'est un organe. En fait, votre corps, c'est un organisme. C'est-à-dire un ensemble d'organes qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions essentielles. D'accord? Mais votre peau, c'est un organe. Eh oui. Et notre peau, elle a des petits trous qu'on appelle les pores de la peau. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pores-là? Ça respire. Il y a des choses qui sont sécrétées, d'accord? Les toxines, et au travers de lorsque nous suons, comme on dit, eh bien, là, ce matin, là, quand j'ai passé ma main là, ça glissait, et puis là, ça glisse plus. Pourquoi? Parce que mon corps a sécrété, d'accord, de la sueur, et dedans, il y a des toxines, des choses qui doivent être enlevées. Mais si je ne prends pas ma douche, une douche régulière, je dirais même quotidienne, c'est le minimum, au moins une fois par jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la peau, elle sécrète, mais aussi elle avale. Ça veut dire que les pores, oui, les pores vont reprendre la saleté et ils vont les faire re-rentrer.
C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas prendre de douche, mais qui voient ça comme un événement hebdomadaire ou mensuel, ils sont en train de s'intoxiquer par la peau. Eh oui! Donc, prendre une douche par jour, ce n'est pas un luxe. C'est un acte médical que vous faites. Militant, si tu veux, mais médical. OK? Vas-y. Tu parles de douche. J'avais vu sur YouTube des personnes qui militaient pour ne pas utiliser le savon. C'est-à-dire que c'est l'eau seule et c'est tout. Bon, alors, je vais... Oui. Le savon, bon. Je vais terminer un élément. D'ailleurs, la pommade, pour argumenter ce que je disais, la pommade, quand vous mettez de la pommade ou de l'argile, qu'est-ce que ça fait? C'est absorbé par la peau. Donc, ça vous montre bien que les pores de la peau ne font pas simplement que sécréter, mais ils absorbent également. Bon, maintenant, il y a des gens, effectivement, qui perçoivent les choses de la manière suivante, que c'est uniquement de l'eau, voilà, pas de savon. Bon, alors, moi, je connais des personnes qui sont entre ces deux trucs-là. C'est qu'elles vont restreindre on va dire l'éventail de produits en dehors de l'eau. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que la peau est quelque chose qui parfois pèle. D'accord? Donc, il va falloir des fois passer un peu de crème, une crème bien évidemment hydratante, naturellement parlant conforme, c'est-à-dire qui ne contiennent pas des produits qui vont venir en étant aspirés par la peau, polluer ou intoxiquer notre corps. Alors, maintenant, il est vrai qu'on doit faire attention au savon qu'on utilise. Parce que forcément, si le savon qui est employé va, voilà, être chargé dans des produits problématiques, oui, dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il faille condamner tout savon parce que, voilà, ça serait... Parce que Dieu a créé le savon à l'état naturel. Ça aussi, c'est quelque chose qui, dans des plantes, vous retrouvez. Et donc, lorsque vous lavez vos cheveux, par exemple, bon, j'aimerais bien savoir ces personnes-là, quand elles font un shampoing, comment elles font. Voilà, pour faire un shampoing, voilà, avec de l'eau seule. Je crois que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'aimerais bien savoir comment elles font, sans savon, pour faire un shampoing, pour enlever les pellicules, tout ça. C'est des gens qui n'utilisent pas de produits capillaires. Qui utilise pas quoi? Ils n'utilisent pas de produits capillaires. Donc il y a moins de résidus. Ah, ok. Qui quoi? Pas de cire, pas de gel. Ok. On a des shampoings naturels. Ok. Alors, je n'ai pas côtoyé de personnes qui sont, on va dire, telles que décrites par Josia, mais il y a besoin, effectivement, de pouvoir se nettoyer de manière respectable et donc, il nous faut veiller à ce que les produits qu'on utilise soient sains, mais ne pas se priver de choses qui, justement, sont saines en soi. Donc, se laver à l'eau courante régulièrement, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose qui est pour notre santé. OK? Donc, vous avez ces points-là et nous pourrions aussi parler de l'hydrothérapie. D'accord? Ça, en soi, c'est déjà toute une présentation, l'aspect de l'hydrothérapie. Lorsque nous buvons de l'eau, c'est un certain acte d'hydrothérapie. Lorsque nous prenons une douche, c'est un certain acte d'hydrothérapie. D'accord?
Il y a aussi les variations de température de l'eau. Il est conseillé de terminer sa douche par le froid. Alors, je sais que ce n'est pas agréable, mais qu'est-ce que ça va faire en réalité? Vous savez, j'avais un professeur de sport. Malheureusement, il fumait. Bon. Mais dans tout ce qu'il a pu faire qui était problématique pour lui, il y a une chose qu'il nous a apprise, c'est que, et il a insisté religieusement pour que nous puissions pratiquer ça. Il nous a dit, quand vous avez fini votre séance de sport, il est venu dans le vestiaire avec nous. C'était limite une religion pour lui. Il fallait qu'on apprenne ça. Vous allez sous la douche. L'eau était froide. On n'avait pas de l'eau chaude au lycée à ce moment-là. C'était de l'eau froide, comme tous les lycées de Martinique, je crois. Vous restez 10 secondes sous l'eau. Vous sortez de l'eau. Vous vous asseyez en quelque part. On se mettait à transpirer. Après, vous retournez sur l'eau. Vous ressortez. Encore plus on transpirait. Et après, vous allez sous l'eau. Vous vous savonnez. Et effectivement, quand on faisait ça, on ne transpirait pas comme des bœufs dans le cours, en fait. C'était fini. Et qui était là et qu'on n'avait pas encore éliminé. Eh oui. Ah ouais. Eh ben, c'est un professeur de sport. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais en tout cas, il nous a appris ça. Ce que je connais qui peut éliminer les toxines rapidement, c'est la douche écossaise. C'est-à-dire tu te douches avec l'eau chaude, tu te mouilles d'eau chaude. Ouais, et après tu mets l'eau froide. Ensuite, tu te savonnes et tu te rinces à l'eau chaude. Les pores sont dilatés pour permettre aux toxines de sortir. Et tu remontes tout doucement à l'eau froide. Oui. Terminé à l'eau froide. Oh, ah oui, aussi, ça aussi, c'est ça. C'est-à-dire, tu as bien dit, donc l'eau chaude dilate les pores de la peau et ça resserre les pores de la peau, voilà. Lui surtout, ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est que, en fait, ce serait dommage que vous vous savonniez et qu'on soit, en fait, et le plus souvent c'était vrai, je me rappelle au collège, avant de le connaître, alors même que je sortais de la douche, et que j'étais en train de m'essuyer, je me habillais, je transpirais déjà en fait. Donc au final de compte, j'étais aussi sale qu'en rentrant du vestiaire. En fait. Alors qu'avec cette méthode-là, vous ne transpirez pas. Vous avez fini en tout cas votre transpiration de votre exercice. Donc, disons que ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps, mais quand vous voyez le résultat, vous êtes content de l'avoir fait. Mais, alors, je ne sais pas pourquoi lui, il a insisté et les autres ne l'ont pas fait. Bon, je pense qu'il y a des profs de sport, il y a des profs dans tout milieu qui ont vraiment chevillé au corps certaines valeurs et d'autres, bon, ils estiment que c'est pas leur... parce que c'est vrai, pour terminer le point, ce prof de sport-là, on le paye pourquoi? Pour apprendre aux gens à faire du sport. On ne le paie pas pour apprendre les gens à faire une douche, tu vois. Mais lui, il a estimé que c'était dans sa mission. Et c'est vrai, puisque c'est quand on sortait de la douche et qu'on sortait après qu'on était plus sous sa responsabilité. Donc, au final de compte, il avait raison. Et je suis sûre que ça vous permettait d'aimer le sport. Ah, alors moi, j'ai toujours aimé l'activité physique, mais lui, il m'a marqué singulièrement parce qu'il m'a appris quelque chose qui, et pour moi, quelque chose de naturel, et aussi fumeur qu'il était, il m'a appris quelque chose de naturel que je ne connaissais pas. Il fallait mouiller la tête aussi. Quoi? Il fallait se mouiller la tête. Le corps entier. Parce qu'il y a le problème de quand on a vraiment fait une activité intense, on vous dit de ne pas vous mouiller à l'eau froide pour ne pas faire le choc thermique. Alors, le choc thermique, est-ce en soi un problème? Est-ce que c'est pas valable pour les pays chauds, pays froids? Le choc thermique, c'est plutôt les pays froids. Alors, en tout cas, pour ma part, j'ai expérimenté ça en Martinique pendant plusieurs mois, voire années. Ça ne m'a posé aucun problème. D'ailleurs, je
L'utilité de l'eau chaude en Martinique, honnêtement, bon. En Martinique, je vais le dire, il ne faut pas mal me voir, mais en Martinique, on peut se passer de l'eau chaude. D'accord? Par contre, et il neige pas en Martinique, on est d'accord? Bon. Par contre, n'ayez pas d'eau chaude en France et puis allez prendre une douche froide. Là, on en reparle. Parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué. Mais il faut comprendre que l'eau froide n'est pas un ennemi. On devrait terminer effectivement sa douche par de l'eau froide. Comme Lita a dit, le bain écossais, effectivement, pratiqué, à la fin, l'eau froide permet de refermer les pores de la peau. Donc, nous avons un petit peu fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'eau? Puisqu'on va fermer par rapport à ça. Le temps est arrivé. Ah non, on m'a dit qu'on a jusqu'à... Ah ouais. Et ouais. Ouais. Ok, d'accord. J'avais oublié ce paramètre-là. D'accord, ok. Bon, alors n'hésitez pas, parce qu'on a plus de temps que prévu. Mais si on termine, parce que je ne vais pas développer d'autres aspects que ça, si on termine, je vais donner notre petit programme juste après. Des questions, des remarques par rapport à l'eau? Plus appuyé dans le sens, j'imagine très bien que ça doit aider pour les prouesses sportives que de se détoxifier à chaque fois. J'imagine. Détoxifier? Ouais, détoxifier. Ok. De se débarrasser des toxines comme ça. J'imagine que le sang doit mieux circuler. Du coup, on arrive à fournir des efforts brusques plus facilement. Donc, le coach, il devait certainement avoir cette vision en tête. En tout cas, oui, pour moi, il a fait quelque chose d'intéressant. Donc oui, c'est une forme d'hydrothérapie. Et puis, vous avez l'hydrothérapie. Alors, comme j'ai dit, ça, c'est un morceau à lui tout seul. Mais l'hydrothérapie interne par voie basse, d'accord? Ce qu'on va appeler lavement, d'accord? Bain de siège aussi. Cette hydrothérapie-là va aussi aider en complément des premiers éléments que nous avons présentés. D'accord? Si vous commencez directement par le bas et que vous négligez le haut, bon, là on a un problème. Il faut respecter cela. Oui? Est-ce que c'est écrit que concernant le fait de terminer sa douche avec l'eau froide, mais cela va tonifier les vaisseaux sanguins? Tout à fait, oui. D'ailleurs, toutes les fois que... Faites l'expérience que vous prenez... moi, par exemple, je vous le dis parce que j'ai été amené à aller en Afrique depuis 2023. Et toutes les fois que j'étais en Afrique, bon, c'était entre l'amiral Robert, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas d'eau chaude là-bas, hein, c'est l'eau froide, on m'amène l'eau dans des seaux, voilà, et tous les jours, je prenais une douche froide, littéralement parlant. Et je peux vous dire que, bon, c'est pas quelque chose qui est... C'est une expérience qui me ramène à l'époque des cyclones que j'ai vécu ici, le lendemain de cyclones où il n'y avait plus d'électricité, ce genre de choses. Et en fait, quand je termine la douche ainsi, comme Esther a dit, vous êtes tonifié. En fait, vous vous sentez vraiment frais. Ah oui. Vraiment frais. Et la sensation que vous avez après avoir pris une douche froide, sur le coup, vous vous dites, quand vous voyez l'eau tomber sur vous, vous vous dites, qui ça m'en fait là? Pour qui ça m'en fait ça? Mais après, c'est le après qui est intéressant. Vas-y. Il y a un détail qui n'est pas des moindres, c'est que la douche écossaise booste le système immunitaire. Et c'est prouvé parce que tout le Covid là, je n'ai pas pris de médicaments, je n'y fais que ça. Alors justement,
le, Il faut que l'eau soit bien salée, l'eau est bien froide. Non, c'est en dessous d'une certaine température, c'est pas exactement du Écossais. Je faisais ça, du moment que je faisais ça, c'est qu'il y avait une grande différence de température. alors, l'hydrothérapie, avec les variations d'eau au niveau des pieds, nous avons donné une présentation sur cela. C'est un remède naturel pour ce qu'on appelle la grippe. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même utilisé lorsqu'il y avait eu la période du Covid. La vérité, c'est que je peux dire que j'ai eu le Covid, puisque vu les symptômes que j'ai eu à un moment, et j'ai fait cela, ce bain de pied-là, tel que avec de l'eau très chaude, et après on a mis de l'eau froide ensuite, et du coup ça m'a considérablement aidé en fait. Donc il faut comprendre que l'eau a des vertus de par sa qualité, mais aussi dans l'emploi judicieux de sa température. Ok. Et donc, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. L'hydrothérapie en interne par le bas, donc les lavements, c'est quelque chose qui va venir aider en termes de nettoyage. Il y a la version, on va dire, mécanique. Vous avez des personnes qui peuvent avoir une machine et qui va venir envoyer de l'eau de manière mécanique avec la régulation de la température et compagnie, etc. Ou vous avez, c'est quelque chose que j'ai testé une fois. C'était vraiment quelque chose de singulier parce que à ce moment-là, il y avait une nécessité pour moi de le faire, véritablement. Et vous avez l'esprit qui est beaucoup plus clair après cela. Et pourquoi? Parce que nos intestins ont un rapport étroit avec notre cerveau. Okay? On dit d'ailleurs que c'est notre deuxième cerveau. La preuve, c'est que lorsque vous avez des maux de ventre ou des affections à ce niveau-là, il vous est difficile de pouvoir réfléchir clairement, en fait. Donc, si nous sommes, on va dire, encombrés à ce niveau-là, et qu'il n'y a pas un nettoyage qui est fait, ça peut être quelque chose de compliqué. Quand on était jeune, alors je parle ici de ceux qui sont plus grands que moi encore, parce qu'ils ont bien connu ça. Du côté de mon papa, on est antillais, mais du côté de ma maman, on est métro. Alors j'ai été soigné par une maman qui m'a un petit peu soigné à l'européenne, mais j'ai quand même connu des techniques, on va dire, antillaises. Et vous avez ce qu'on faisait, c'était qu'avant la rentrée, on faisait les enfants prendre avant la rentrée, on leur faisait une purge avec le ricin, d'accord? Et donc, il faut toujours effectivement commencer par le haut, mais parfois, il y a des besoins au niveau hydrothérapie, du côlon, lavement, d'aller à ce niveau-là. Okay? Je connais quelqu'un qui a, pour des raisons que j'ignore, elle-même d'ailleurs se pose ces questions, qui, de manière périodique ou régulière, a des maux de ventre. Et dès que ça arrive, lavement. Et ça passe. Donc, parfois, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va venir aider. Et même à domicile, sans machine mécanique qui vienne aider, simplement avec un boc à lavement perché sur une porte ou sur un cintre, sur un crochet.
et avec de l'eau chaude, certains produits que vous mettez dans l'eau. Il y a plusieurs façons, selon le problème que vous avez, et de pouvoir opérer. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Oui? C'est pas une question, c'est juste pour confirmer. Ma grand-mère, elle faisait un lavement tous les ans. Elle-même. Elle-même, elle pratiquait ça sur elle-même. Voilà, je la voyais faire. Elle me disait que ça lui faisait du bien. Et c'est une dame qui n'était pas malade. Souvent malade. Oui. Oui, voilà. C'est important parce que, vous savez, le problème qu'on a... Oui, c'est ça. Alors, là encore... Quand une fois j'ai eu un prospectus de ça dans les mains et quelqu'un qui est un spécialiste de santé, diplômé, reconnu d'État et compagnie, m'a dit il faut pas faire attention, c'est classé dangereux, hydrothérapie du côlon, patati et patata. Bon, ok, d'accord, j'entends, mais de manière assez étrange, le monde. Des fois, eux-mêmes, quand il y a des gens qui sont bouchés, ils leur font de l'hydrothérapie du côlon pour les déboucher. Donc, en fait, à un moment, comment on dit ça? Quand on crie au loup sur quelqu'un, sur une technique, il faut faire attention de soi-même de ne pas utiliser la technique, parce que si c'est vraiment mauvais, pourquoi on l'utilise? Alors, il faut savoir qu'il y a des... Tout à l'heure, on a parlé des canalisations, d'accord? Et qui, en sortie d'usine, sont comme ça. Et après usage, quand il faut la changer, on se rend compte qu'il n'y a que ça d'espace pour que ça puisse passer. Bon. Et bien, c'est ça, voilà. La canalisation, Dieu l'a créée d'une façon, mais des fois, il y a moins d'espace. Et alors, je ne veux pas dégoûter quiconque ici, hein. Bon, il est possible que ça soit le cas, je m'excuse d'avance, mais il faut parler de choses quand même qui sont la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la plaque mucoïde. Ah non, c'est pas les muqueuses, ça c'est une autre plaque. Ah ouais. La plaque mucoïdale, plus précisément. Ouais, c'est pas joli à voir. Je vous invite à le noter, plaque mucoïdale. Alors, je vais m'assurer de l'orthographe. Mucoïde, c'est mucoïdal, très précisément. Et vous allez taper ça sur Google ce soir en rentrant chez vous, parce que je ne peux pas vous le projeter ici, on n'a pas le truc pour ça. Mais intéressez-vous à ça, d'accord? Mucoïde. Si vous tapez plaque mucoïde, Tu écris comment, s'il te plaît? M-U-C-O-I-D-E. Plaque mucoïde ou plaque muco... C'est plaque mucoïde. Alors, c'est plaque mucoïde, effectivement. Mucoïde. Et vous allez voir une espèce... Alors, comment vous décrire ça? Alors, il y en a, ça va être noir, d'autres, ça va être marron. J'ai même pas envie de vous décrire parce que si je prends un truc que je connais, peut-être que certains vont plus vouloir manger ça après. Donc, bon. Un bonbon? Bon, alors, disons que c'est un gombo mélangé à de l'épinard, en longueur, comme ça. Avec des petits morceaux. Avec des petits morceaux, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, chez certains individus, se trouve dans leur intestin et qui sort après un lavement. Ah, d'accord. C'est un dépôt, voilà. C'est un dépôt dans l'intestin. Ah, c'est une bonne nouvelle que tu nous apprends là. Ah oui. Quand on élimine les selles, tout ne
Exactement. Un reste beaucoup, même beaucoup dans le côlon. C'est ça. Alors ça, la bouche permet d'éliminer tout ça. Et surtout, quand on a mangé, quand on n'a pas pratiqué d'exercice physique, quand on a mangé beaucoup de produits raffinés, donc qui dit raffiné dit qu'il n'y a pas de fibres, donc ça stocke. Ok? Donc vous ne faites pas d'exercice physique. Vous mangez raffiné, riz blanc, pâte blanche, couscous blanc, tout bail blanc. Ok, raffiné. Ouais, mais les fibres, ils sont où? Et du coup, ben, il y a des dépôts, et après des années, ah ben, je vous dis, vous tapez ça sur Google, vous mettez dans images, vous allez tomber sur des images véritablement dégueulasses, malpropres, c'est vraiment pas beau à voir. Et vous avez des fois un fond de bassine qui est rempli de ça, chez certaines personnes. Justement, il y a un monsieur qui certainement avait ce problème. Il était très malade à l'hôpital. Très malade et il arrive à un stade où l'hôpital ne pouvait rien faire pour lui. Donc, il y a une personne. On écoute Mathurine. Alors, il y a une dame en fait qui avait l'habitude de soigner les gens de manière naturelle et elle a dit à la famille que si vous voulez qu'il s'en sorte, faites-le sortir de l'hôpital et amenez-le moi. Donc elle a soigné ce monsieur avec l'hydrothérapie. Donc elle utilisait la technique, enfin j'appelle ça la technique de la serviette chaude, mais bon, voilà. Donc c'était de l'eau très chaude qu'elle appliquait, mais de manière progressive sur ce monsieur. Et donc elle a dit à la famille d'emmener beaucoup de bassines, et au bout d'un moment, au bout de peut-être 2 ou 3 jours, le monsieur a commencé à libérer, éliminer en fait des matières fécales, des déchets, voilà. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Ouais. Avec l'hydrothérapie. Du coup, c'est bien ça. Oui, il avait en fait son ventre était énorme, il était devenu très dur et à l'hôpital on ne pouvait rien faire pour lui. C'est effectivement. Et s'il était resté à l'hôpital, il serait mort. C'est ça. Cette personne-là, il a toujours qui soigne comme ça. Alors, Je pense qu'elle vit toujours parce qu'elle a eu l'occasion d'utiliser aussi pour les cancers, cette technique-là. Et effectivement, ça évite pas mal de personnes. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont un abdominal singulier qui est très dur. Et c'est problématique, effectivement. Et donc, oui. En fait, pour dire que quand la médecine conventionnelle des fois dit qu'on ne peut plus rien faire, c'est pas vrai, quoi. C'est là que Dieu peut intervenir. Voilà. Ben, souvent, on aurait dû mettre Dieu avant. C'est pour ça que je disais, il nous faut d'abord capitaliser sur le naturel et s'assurer que, voilà, on a vraiment la science des remèdes naturels et que on a capitalisé dessus avant, voilà, d'avoir recours à la main de l'homme qui, bon, parfois nous laisse en état de dépérissement sans... Alors, on va donner la parole à Gaël, Lita et après à Mathurine. Ah oui, donc je vais poser la question. J'ai vu vite fait que c'était déconseillé de le faire, mais j'ai jamais trouvé le pourquoi. Enfin, si, j'ai eu une ébauche d'explication du genre que lors de l'opération, le tuyau utilisé peut blesser le côlon. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a entendu parler d'autres cas où ces nouvelles pratiques? Alors, la vérité, si on veut être honnête, parce qu'il faut être honnête dans la vie, bon, je connais des infirmières qui ont fait des prises de sang ou des machins et elles ont esquinté des veines de quelqu'un. Donc, de la même façon qu'une infirmière peut abîmer les veines de quelqu'un et le piquer 3 fois et se planter 3 fois, ça arrive. Tout peut arriver, je veux dire. Une mauvaise manipulation, mais... Est-ce qu'il y aurait eu une autre raison
Moi, j'ai jamais entendu de raison valable, en fait, en réalité. Hein. C'est parce que c'est pas conventionnel. Voilà. C'est pas conventionnel et, disons-le franchement, la chose est ordonnée. La santé est ordonnée dans l'État français. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Voilà. Et en dehors de cet ordre-là, vous ne pouvez pas dire que vous guérissez quelqu'un. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous non plus vous soignez. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces termes-là. OK? Voilà. Vous êtes vite fait catalogué de sectes et de toutes sortes de choses. Parce que, voilà, la population doit être cadrée, il y a un ordre pour soigner et c'est comme ça. OK. C'est vrai qu'il faut de l'ordre, mais parfois, bon, certains ordres ne protègent pas tout ce qui est vrai. Et donc, il faut aussi avoir un discernement. Et voilà. Je me rappelle une fois, j'étais allé chez... Bon, je dis ça comme ça n'a peut-être rien à voir, mais j'étais allé chez un dentiste. C'était en 2013. Voilà, il y a plus de 10 ans de ça. Et juste pour faire un rendez-vous classique de contrôle. Et il est là, il est en train d'appuyer sur mes dents et tout, mais j'ai l'impression qu'il veut faire un trou dans ma dent. Je me dis, mais attends, mais pourquoi il appuie fort comme ça? C'est comme elle disait tout à l'heure, la mammographie, en fait. Ils écrasent. Mais qui s'est caché là? Pourquoi chercher un problème pas moi, en fait? Pourquoi tu viens avec ton piquet là, tu viens piquer ma dent? Et en fait, il me sort que oui. Il n'a pas réussi à percer mes dents. Bon, je dis, si j'avais de bonnes dents. Et puis il me sort que oui, il va falloir vous enlever les molaires du fond parce que là, vous allez souffrir dans pas longtemps et compagnie. On est en 2026. J'ai toutes mes dents, en fait. Et j'ai pas souffert de jamais, en fait. Et alors moi, bizarre comme je suis, je lui ai dit, mais quelles sont les possibilités qu'il y a de faire l'opération? Il m'a dit, soit anesthésie locale, soit anesthésie générale à l'hôpital. Vous choisissez quoi? J'ai dit, ah non, moi c'est anesthésie générale. Hein. Il m'a jamais rappelé. Il m'a dit, je vous rappelle, on prend un rendez-vous. Il m'a jamais rappelé. En fait. Mais non, mais il a enlevé quoi? Des dents saines? Mais non. Donc il m'a pas rappelé, il a compris que... Voilà, donc, tout ça pour dire que parfois, le politique et le financier viennent un petit peu, voilà, diluer la moralité du soin. Et donc, on doit exercer un discernement. On doit, voilà, de manière saine, écouter son corps et pour savoir, voilà. Vas-y. Alors, d'où l'importance de connaître et de respecter les prophéties. Oui, les prophéties, mais aussi ce que la parole nous dit. La parole de Dieu nous dit en la matière et observer la nature, le corps humain, l'étudier, comment il fonctionne et préserver l'équilibre, en fait. C'est ça. Puisque à travers la servante du Seigneur, Dieu nous prévient comment nous devons fonctionner, tout ce qui... Effectivement, nous avons des conseils qui nous sont donnés et qu'il nous faut poser dans Mathurine. Oui, alors c'est la maladie de James White a été soignée en partie par de l'hydrothérapie. Lavement, tout à fait. NMA. En anglais, c'est NMA. Et si vous tapez dans les écrits des pionniers NMA, vous allez voir qu'ils employaient ça dans les sanatoriums aussi, en fait. Et ils soignaient ça. Et lui-même, il a préconisé ça, James White. Enfant? On ne savait pas de faire tous, de prendre le vaccin pour le Covid? Alors, c'est quelque chose qui a été effectivement préconisé par les autorités. Même les autorités religieuses ont préconisé ça à leurs membres. Donc, du coup, tu voulais? Non, je voulais dire que de prendre le vaccin pour notre santé. Alors oui. Ben, et voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il nous faut exercer un discernement et surtout quand vous voyez quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas été testé, qui est testé sur la population, il y a un problème. Je pense que voilà, l'homme a déjà suffisamment montré ses failles et ses faiblesses et
et son caractère et son côté apprenti chimiste. Et que dès qu'on se rend compte on veut se servir des gens comme cobayes, je pense qu'on ne devrait pas se porter volontaire pour être le cobaye de quiconque. Et on devrait se fier dans ce qui fonctionne, qui est réputé et qui est certifié comme fonctionnant et n'ayant aucun effet secondaire. Donc, l'eau de coco, oui. Il me semble que c'est possible. La tension, je crois. Ouais. Oui. Ouais. J'ai entendu ça, effectivement. Donc, on a effectivement, oui, dans les perfusions. L'autre côté dans les perfusions. Oui, j'ai entendu ça, effectivement. Tu as dit la méthode, c'est Enema, c'est lavement en anglais. Si vous tapez ça dans les écrits des pionniers, vous allez trouver ça. Enema. N-E-N-E-M-A. E-N-E-M-A. Enema. Enema. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que nous avons abordé? On a parlé jusqu'ici de l'air, on a parlé de l'eau. Sabbat prochain, on va continuer sur d'autres aspects. Bon, ça semble être clair pour tout le monde. Oui? Alors, on s'écoute, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Elie. Je crois que ça... Attends. Où t'as entendu ça? Alors, j'avoue que je suis surpris. Je sais que tout ce qui est les naturopathes, tout ça, ils n'ont pas le droit de dire aux patients, ils doivent dire aux clients. Mais dans la médecine conventionnelle, j'avoue que je n'ai pas entendu ça. Mais bon, je ne serais pas étonné si vraiment ce genre de choses-là arrive. Parce que... Ici, ok. Bon, en tout cas, si nous avons pu comprendre ces choses, gloire soit rendue à Dieu et pourvu que nous les pratiquions. Amen. Car c'est cela. Ce n'est pas seulement de connaître, mais c'est aussi de les pratiquer. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors nous allons terminer avec un passage de la parole. Et nous allons être en mesure de pouvoir clore. Donc, nous allons nous rendre dans nous allons lire Deutéronome 7 du verset 11 jusqu'au verset 15.
Deutéronome 7, du verset 11 au verset 15. Deutéronome 7, verset 11 à 15, il est dit, « Prends donc garde aux commandements, aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui, afin que tu les accomplisses. Et il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardiez et les faites, donc les pratiquiez, l'Éternel ton Dieu te gardera. Il te gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ta terre, ton froment, ton mou et ton huile, et les portées de tes vaches et des troupeaux de ton menu bétail, et la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni par-dessus tous les peuples, et il n'y aura ni mâle ni femelle stérile parmi toi, ni parmi tes bêtes. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies, et il ne fera venir sur toi aucune de ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. » Amen. Donc, nous avons ici une promesse qui est encore valable pour nous aujourd'hui, nous le croyons, que si nous prêtons attention à ce que Dieu nous a préconisé et que nous les mettons en pratique, eh bien, nous serons préservés de maladies. Il nous faut savoir une chose, c'est que Dieu, il est non seulement l'auteur de la loi morale, des 10 commandements, mais il est aussi l'auteur des lois qui régissent notre corps. Okay? Et pécher contre l'un des 10 commandements, lorsque nous transgressons l'un des 10 commandements, on peut dire que nous péchons. D'accord? Mais si il y a une loi naturelle qui régit le fonctionnement de la nature, de notre corps, pour parler de ce niveau-là, et que nous transgressons, eh bien à ce moment-là aussi nous péchons en fait. Nous péchons et nous transgressons une loi de Dieu, et c'est un péché au même titre que une transgression des 10 commandements. Donc, il est important pour nous de comprendre comment notre corps fonctionne afin de pouvoir veiller à ce qu'il puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Et oui, vas-y. Est-ce que Dieu ne dit pas quelque part que si nous détruisons notre corps, tout à fait. 1 Corinthiens 13, excuse-moi, 1 Corinthiens 3, et au verset... alors, c'est... Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Verset 17. C'est ça. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Affirmatif. Corinthiens 3, au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc c'est cela en fait. Dieu, lorsqu'il a déclaré aux enfants d'Israël, vous me ferez un sanctuaire, comme je vous le montrerai, d'accord, et j'habiterai au milieu de vous, d'accord. Donc notre corps est le temple de Dieu, qui en tout cas est censé être consacré à Dieu. Et donc nous devons le maintenir dans la sainteté, non seulement S-A-I-N-T, mais aussi S-A-I-N, afin que Dieu puisse y demeurer. Oui? Le fait de détruire le temple de Dieu, est-ce que ça se limite uniquement le fait de... Quand je vais dire ça, est-ce que c'est... Parce que souvent on voit le côté alimentation, ou bien, voilà. Il y a aussi d'autres aspects, le fait de regarder, enfin, de... Voilà, le fait d'utiliser ce que Dieu nous a donné, nos yeux, notre bouche, nos pieds, nos mains, pour faire ce qui est mauvais, comme il a dit. Est-ce que ça ne fait pas partie de ça, le fait de détruire le temple de Dieu, parce qu'il a été conçu pour Dieu, uniquement pour Dieu?
Alors là, c'est effectivement le temple à notre corps. Il est dit en 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... Alors, je te le donne. Écoute bien. Ne savez-vous, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on comprend que lorsqu'il parle du corps, au verset 20, il associe l'esprit avec. Donc, ça veut dire que si effectivement notre esprit machine le mal et court au mal, en tout cas conçoit le mal, il y a une pollution spirituelle. Okay? Et le problème, à ce niveau-là, il est spirituel. Il y a quelqu'un en tout cas, quand je dis que je connais, bon, je mets ça entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui était un observateur des commandements de Dieu. Enfin, on va dire ça comme ça. Qui a, en côtoyant l'adventisme du 7e jour, adopté un régime alimentaire, on va dire, idéal, avec d'autres principes liés à cela. Mais aujourd'hui, cette personne, elle travaille à tout simplement en fait détruire l'évangile et jusqu'à présent, elle mène ce style de vie. Elle dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle fait pour gagner son salut et compagnie, que c'est juste pour avoir son corps en bonne santé, mais qui aujourd'hui, en fait, dans son cerveau, sa langue, ses doigts, ses pieds, ils sont juste consacrés, en fait, à détruire la vérité, en fait. Donc, vous pouvez respecter effectivement les choses dont nous parlons ici pour pouvoir être en bonne santé et vivre longtemps. Mais tout méchant a envie de vivre longtemps pour faire le mal pendant longtemps. Donc, je vais dire... Eh oui. Donc, du coup, il nous faut comprendre que Dieu, il désire que nous soyons non seulement en bonne santé physique, mais aussi spirituelle. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et nous devons aussi veiller à la santé spirituelle. Donc, parce qu'il serait dommage que nous ayons un corps sain, S-A-I-N, qui contienne un esprit malsain, S-A-I-N-T, M-A-L-S-A-I-N-T. Donc, plaise à Dieu que nous puissions œuvrer sur les deux plans, de manière à ce que notre corps soit au service de notre esprit et pas le contraire, et l'esprit qui est esclave du corps. Ça paraît très clair pour tout le monde? Oui. Ok, donc nous avons cette promesse de Deutéronome 7 et nous allons nous arrêter là, car il n'y a plus d'intervention. Donc je vous invite à pouvoir prier avec moi, là où c'est possible, pendant la position qui convient pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé à pouvoir considérer ces points qui relèvent
du bon fonctionnement de cette créature merveilleuse que nous sommes, dit le psalmiste. Et aide-nous à pouvoir comprendre, mais aussi veiller à maintenir l'équilibre que tu as établi dans ce corps, car nous voyons qu'il a cette faculté de pouvoir se régénérer. Lorsque nous nous blessons, il y a la cicatrisation. Alors aide-nous à ne pas entraver le travail que la nature opère, mais au contraire à le comprendre et à collaborer avec cela, de sorte que nous puissions être dans ce monde de péché, être quand même un petit peu heureux de voir que nous jouissons d'une bonne santé et d'un capital santé qui est optimal. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.